Bien, chers collègues, monsieur le rapporteur, je propose qu'on démarre. Ça convient à tout le monde. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Clémentine Beauvais. Je ne sais pas si vous nous entendez, nous vous voyons. Oui, vous nous entendez aussi? Ouais. Très bien, qui est donc avec nous en visioconférence, car vous êtes, je crois, en Angleterre. Vous êtes universitaire en sciences de l'éducation à l'université de York, mais également essayiste, romancière, notamment à destination du jeune public. Et nous vous recevons car vous avez notamment fait paraître en septembre 2024 aux éditions Gallimard un petit manifeste avec un titre qui forcément nous interpelle dans le cadre des travaux qui sont les nôtres, pour le droit de vote dès la naissance. Alors, proposition originale, peut-être provocatrice, on y reviendra, mais qui permet, je crois, d'alimenter notre réflexion autour de l'acte de vote lui-même, du vote ou du non-vote, des modalités de vote, des influences extérieures. Bref, un peu tous les aspects qui sont au cœur des travaux de la commission d'enquête. Je vais vous passer donc la parole dans un instant pour une intervention liminaire, afin que vous puissiez préciser notamment ces différents points, puis évoquer avec nous tous les sujets liés à vos travaux qui vous paraissent utiles pour éclairer le travail de la commission d'enquête. Et puis après, s'engagera avec vous, avec le rapporteur et les membres de la commission d'enquête, des questions-réponses. Alors, vous savez qu'on est dans le cadre d'une commission d'enquête, et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre de 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Alors, je vous demanderai à distance, s'il vous plaît, madame, de bien lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Très bien, je vous remercie et je vous cède donc la parole. Merci beaucoup déjà de m'auditionner. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager ces idées. Je voudrais déjà dire, pour commencer, je le précise beaucoup dans les interventions que je fais à ce sujet, que ça peut paraître provocateur, mais c'est pas du tout une blague. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre au début de cette réaction qu'on peut avoir face à une idée comme le droit de vote dès la naissance, donc des enfants. C'est de trouver ça drôle. Et je trouve que cette réaction elle-même veut dire beaucoup de notre rapport à l'enfance. Mais cette idée du droit de vote dès la naissance, elle est très présente déjà depuis des années et des années dans les milieux notamment anglo-saxons de ce qu'on appelle les childhood studies, donc des études de l'enfance. Moi, ce qui m'a ouvert les yeux à ce sujet, c'est un livre d'un Américain qui s'appelle John Wall, qui est vraiment l'un des grands gourous actuels des Childhood Studies, qui fait partie d'une université qui s'appelle Rutgers, qui a tout un département très radical de Childhood Studies. Ces idées à lui sont elles-mêmes inspirées d'un auteur qui s'appelle John Holt, qui était un auteur des années 70, mais pas que. On trouve déjà chez Janusz Korczak, il y a bien plus longtemps, cette idée qu'il y a un problème avec le fait de exclure de fait, parce que c'est une exclusion, hein, les personnes qui n'ont pas la majorité, 18 ans, 21 ans, etc., ça dépend des moments, de la possibilité d'élire des représentants, on va dire. Et ce mouvement-là, il est assez global, et d'ailleurs, il est vraiment très actif. C'est-à-dire que quand on est dans ces milieux-là, moi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre en France, c'est d'une certaine manière que j'étais assez surprise qu'on n'en parle pas dans les milieux surtout, on va dire, de la gauche radicale, on ne va pas se mentir, en France, parce qu'à une époque où on parle tellement d'autres formes d'injustice sociale, que les enfants continuent à être une sorte de point aveugle de la démocratie. Moi, ça me perturbait beaucoup. Alors, l'idée du droit de vote dès la naissance, en fait, c'est tout simplement l'idée d'un suffrage véritablement universel, c'est-à-dire qu'on dit suffrage universel qui inclut pas les enfants. Comme je dis dans le livre, ça les propulse à un coin de l'univers auquel ils n'appartiennent pas. Il y a plusieurs arguments pour. Il y a des arguments en négatif, on va dire, des arguments du genre pourquoi pas eux, en fait, quelle est la raison pour laquelle ils sont exclus. Et il y a des arguments en positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait changer pour le mieux pour tout le monde, pour les enfants et pour les adultes, si les enfants étaient inclus dans l'exercice démocratique qu'est le vote. Les arguments en négatif, on peut revenir dessus, mais je pense qu'ils sont assez évidents, c'est-à-dire qu'on exige des adultes strictement rien pour voter, à part évidemment d'être en possession de leurs droits civiques et d'avoir la nationalité française.
On n'exige aucune compétence, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas un test de citoyenneté, on ne leur demande pas d'avoir certains diplômes, on ne leur demande pas un test de QI. Or, les enfants sont exclus sur une espèce de- d'idée qui d'ailleurs n'est même pas formulée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on dit les enfants sont exclus du suffrage parce que mais il y a l'idée que, bon, les enfants étant moins compétents que les adultes, étant moins capables, étant moins raisonnables, étant moins tout un tas de choses, ils ne devraient pas avoir le droit de voter. Alors ça, déjà, du point de vue des études de l'enfance, c'est très intéressant parce qu'on se focalise énormément sur les aspects de l'enfance qui sont moins que celles des adultes. Donc, par exemple, faites l'expérience autour de vous. Moi, je suis très frappée par ça. Quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu peux me citer un domaine, un seul, hein, physique, cognitif, tout ce que tu veux, où les enfants sont meilleurs que les adultes? Et ben, la plupart du temps, on a le silence total. Bah non, évidemment. Alors qu'en fait, il y en a tellement. C'est-à-dire qu'un enfant, mon fils de 4 ans est bilingue, il est élevé évidemment en Angleterre. Moi, je ne suis pas devenue bilingue en 4 ans à l'âge adulte. C'est pas possible. Un enfant neurotypique est bilingue, trilingue en 4 ans, 5 ans, ce qui n'est pas le cas d'un adulte. L'évidence des capacités cognitives supérieures de l'enfant dans ce domaine passe complètement à la trappe. C'est pas la seule chose, évidemment. Les adolescents maîtrisent des logiciels, maîtrisent des plateformes bien plus rapidement. La mémoire des enfants est exceptionnelle. Leur capacité d'apprentissage, etc. Donc, on pense toujours en termes de compétences de manière négative. De toute façon, cette question de la compétence, moi, je pars du principe qu'elle ne devrait pas, de toute façon, être si importante que ça dans la mesure où le fait même que les électeurs soient incompétents, potentiellement, aient le droit d'être incompétents, aient le droit d'arriver bourrés à l'isoloir, aient le droit de ne pas avoir lu les programmes, d'ailleurs c'est le cas pour la plupart du temps, aient le droit de ne pas savoir pour qui ils votent, s'ils arrivent, ils se disent « Ah, mais c'était quoi en fait? Ah, c'était les législatives, ok, je sais pas ce que c'est les législatives, whatever, je mets n'importe quoi dans l'urne. » Ils ont le droit de le faire, c'est ça le principe de la démocratie. Donc, de faire que 18% de la population, dont une grande partie sera de fait extrêmement informée, participe au scrutin, ça me paraît une question tout simplement de justice sociale. Bon, là, on pourrait rajouter beaucoup de choses hein, sur ces arguments négatifs. Ce qui m'intéresse peut-être plus, c'est les questions plus positives, et ça, je pense que ça rejoint beaucoup de vos considérations dans cette enquête. La première, c'est la prise en compte, évidemment, des enfants et de leurs droits, et même la reconnaissance symbolique que c'est d'accorder le vote à donc, entre 15 et 18% de la population, quand même, hein, pour ce qui concerne les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Il y a évidemment énormément à dire sur des questions de temporalité dans les décisions, dans les prises de décision politiques. Et il y a un paradoxe inhérent au fait que les personnes qui votent actuellement le plus sont des personnes qui vivront le moins avec les conséquences de leurs décisions. Alors que les personnes qui sont activement privées du droit de vote ou qui l'exercent très peu, c'est-à-dire les personnes jeunes, auront, eux, à subir les conséquences de ces décisions-là. On peut aussi imaginer que les enfants enfin, on sait de toute façon que les enfants sont de toute façon souvent victimes de décisions politiques qui ont été prises évidemment sans les consulter et qui les concernent pas seulement eux. Ça, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est-à-dire de dire que les droits des enfants, c'est pas seulement les choses qui ont trait à l'éducation ou à la famille. Quand on prend des décisions sur la fin de vie, par exemple, ça concerne éminemment les enfants. Parce que les enfants vont voir leurs parents, vont voir leurs grands-parents impliqués dans les conséquences de décisions politiques qui concernent les personnes âgées. C'est vrai pour absolument tout. Les enfants sont des êtres politiques et ce sont des êtres qui ont une expérience de vie qui est constamment aux prises avec la politique. Leur vie entière est régie par des décisions qui sont prises, pas par eux, mais par d'autres personnes. On a vu récemment des tas de questions liées évidemment aux abus sexuels, à tout un tas de questions des violences envers les enfants, etc., qui ont mis très, 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 très longtemps à être prises en compte et dont on pourrait imaginer, du moins j'espère qu'elles le soient davantage si les enfants étaient maintenant des citoyens à part entière. On peut évidemment aussi penser aux questions environnementales, et là je pense qu'il y a une vraie question qui est que le retard pris sur les questions qui affecteront la vie future des enfants, contrairement à tout un tas d'autres mesures politiques, là on a des effets de cliquet au niveau de l'environnement qui sont particulièrement dangereuses pour les enfants et les personnes jeunes, dans la mesure où on ne peut pas dire, bon allez, dans 4 ans, tu auras 18 ans, tu pourras voter. Dans 4 ans, il y aura des milliers d'espèces qui auront disparu, il y aura 2 degrés de plus, ce sera pas possible de revenir en arrière. Donc on pourrait imaginer que cette prise en compte des enfants crée davantage de prise en compte de questions qui les concernent directement dans leur présent et dans leur futur.
Et enfin, il y a d'autres points, mais je pense que je vais terminer là après, c'est le fait que cette mesure nous permettrait de repenser entièrement la manière dont l'éducation politique peut avoir lieu dans la vie. Actuellement, les enfants, on leur fait faire des exercices de démocratie, on fait des parlements des enfants, on fait des élections des délégués, on peut les consulter pour telle ou telle chose. C'est des exercices qui sont assimilables à du jeu, qui sont importants éducativement, mais qui ne les impliquent pas réellement dans ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire le fait d'avoir confiance que nos décisions seront suivies d'effets. Et ça concerne les adultes aussi, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a plein de processus où on consulte les gens, où on les amène à voter, etc., et on ne suit pas leurs décisions. Ça nous permettrait en fait de mettre en place bien plus, peut-être plus localement, peut-être plus démocratiquement, des organes de discussion entre plein de personnes qui partagent des intérêts communs. Par exemple, des enfants et des adultes qui partagent un lieu, partagent évidemment des intérêts communs. Des enfants et des adultes adoptés ont des questions en commun. Ça nous permettrait de créer des liens transversaux entre des personnes qui partagent des identités, malgré le fait qu'il y en a qui sont des enfants et d'autres qui sont des adultes. Ça nous permettrait aussi de réfléchir à des manières de rendre la politique plus accessible. Je prends dans mon tract l'exemple du FALC, de l'accessibilité de nombreux documents en FALC sur le site du gouvernement, ce qui est vraiment très bien. Le FALC, c'est le français facile à lire et à comprendre, qui est une forme de français qui permet en fait tout simplement d'expliciter soit des mots qui sont un peu du jargon, soit des mots qui sont un peu compliqués à comprendre, et de vraiment décortiquer pas à pas des messages politiques complexes. Ça généraliserait de telles pratiques, et le FALC, ça bénéficie à tout le monde. C'est vraiment, enfin, moi je vois bien quand je lis un document FALC, j'ai l'impression de comprendre beaucoup mieux de quoi il s'agit. On voit actuellement, je ne sais pas si vous avez déjà lu un topo, par exemple, qui fait du journalisme d'investigation pour les ados. Si vous avez ouvert récemment un Mon Quotidien, si vous avez regardé des chaînes comme Hugo Décrypte, etc., il y a déjà des gens qui font du travail, pas seulement de vulgarisation, mais de simplification de choses, de messages politiques très importants à l'usage des jeunes. Moi, personnellement, je lis Topo, je le lis toujours. Pour moi, pas juste parce que je suis intéressée par la culture enfantine et adolescente, mais aussi parce que je comprends mieux des questions de géopolitique, des questions nationales, des questions grâce à des magazines et des journaux comme ça. Donc, je pense qu'il y a derrière un vrai enjeu d'éducation politique tout au long de la vie, et de connaissance des institutions, qui pourrait paradoxalement faire qu'en incluant les enfants, on aurait toute une citoyenneté plus informée, mieux informée, parce qu'on serait obligé, on ne pourrait plus ignorer ces questions. Elles seraient forcément sur la table. Voilà, alors je dirais juste pour moi, il y a plusieurs points de tension. C'est la question de la sécurité des enfants, c'est-à-dire qu'il faut forcément s'assurer que des enfants, par exemple, qui voteraient contre l'avis de leurs parents, ne soient pas mis en danger chez eux, qu'il n'y ait pas des tensions dans l'école, qu'il n'y ait pas des prises de possession politiques, évidemment, des institutions qui donnent, par exemple, de l'éducation, etc. Ça, c'est des questions il faudra y réfléchir, évidemment, et la mise en place ne pourrait être que graduelle, avec un accompagnement d'universitaires qui feraient des études en même temps sur l'implémentation d'une telle mesure, évidemment. Mais il me semble que le bénéfice est tellement plus grand que les risques que cela vaudrait évidemment la peine d'être pris en compte. Je vais m'arrêter là parce que je parle déjà d'un bon bout de temps. Non, très bien. Merci beaucoup. On va, après ce propos liminaire, ouvrir la séquence de questions-réponses. Et je suis convaincu que ce propos liminaire suscite de notre côté, enfin moi c'est le cas, mais je vais d'abord céder la parole au rapporteur, des questions de notre part. Donc, monsieur le rapporteur, pour commencer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je pense qu'il est assez évident, après votre intervention liminaire, de voir pourquoi on a souhaité vous faire participer à cette commission d'enquête, même si je crois que vous n'aviez pas de propos qui méritait de jurer sur... c'est l'obligation, mais on n'est pas là en train d'essayer d'obtenir des informations confidentielles. On est là pour essayer d'abord d'ouvrir la réflexion sur ce sujet du vote. Alors, le sujet que vous portez sur le droit de vote des enfants, il est particulièrement intéressant parce qu'il vient, il vient percuter l'idée républicaine. L'idée républicaine, enfin percutée au sens positif du terme, j'entends. L'idée républicaine, c'est que nous formons un peuple de citoyens et c'est dans notre égalité dans le rapport au vote, dans notre capacité à faire la loi, puisqu'une personne égale une voix, et que dans notre devoir de respecter la loi, puisque tout le monde est en capacité de la faire, tout le monde doit respecter la loi, eh bien cette égalité est définie précisément dans notre rapport au vote. Et vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est que les enfants
n'ont pas cette capacité de participer au vote, et pourtant ils subissent ou ils doivent respecter les lois qui sont décidées par d'autres qu'eux. Cette réflexion sur ce qu'est notre peuple, sur ce qui forme un peuple de citoyens de la République, elle amène de manière assez logique à ce que vous avez défini au départ, l'élargissement continu du suffrage pour qu'il soit, vous avez dit, réellement universel. Et d'une certaine manière, je partage cette idée. On a parlé d'abord de suffrage censitaire, puis de suffrage dit universel, mais qui n'était en réalité que masculin, de suffrage ensuite dit universel, mais qui commençait à 21 ans. Je rappelle quand même que la Constitution de la Ve République a été votée par des gens qui avaient 21 ans, et c'était en 1900, il fallait être né en 1937 pour pouvoir avoir participé au vote sur la Constitution de la Ve République. Donc, cela pose une question. Moi, pour ce qui concerne mon mouvement politique, on me propose l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Donc déjà, c'est une manière d'augmenter la participation. Et on constate de plus en plus que des jeunes gens, notamment avec l'usage des réseaux sociaux, à partir de parfois 13, 12, même 10 ans, sont impliqués dans la vie politique du pays. Et moi, je vois, je ne sais pas si tout le monde constate ça, mais moi, je vois un rajeunissement des militants politiques qui parfois s'engagent très très tôt dans la vie politique et prennent des décisions de manière libre et éclairée vis-à-vis de leurs parents, parfois pas toujours en accord avec leurs parents, il faut bien dire ce qui est. Et donc, vous avez posé un certain nombre de sujets sur le terme. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que votre réflexion permet d'interroger la question de la majorité, la question du peuple, la question de la citoyenneté, et en l'abaissant, donc, d'amener à la réflexion ultime qui est: un bébé peut-il voter finalement? Et là, il y a autre chose qui intervient, qui est, le citoyen, c'est quelqu'un qui doit avoir une réflexion libre et éclairée, pour précisément pouvoir prendre des décisions qui sont des décisions qui vont valoir non seulement pour lui, mais pour la société tout entière. Or, on sait que les enfants sont, et c'est normal, très dépendants de ce que leurs parents vont leur apprendre, leur proposer, et que d'une certaine manière, ils peuvent ne pas être des citoyens libres au sens absolu du terme, mais trop dépendants peut-être de ce que leurs parents vont dire. Donc comment on résout cette contradiction? Et pour aller jusqu'au bout, à quel moment considère-t-on qu'un être humain, peu importe son âge, est en capacité d'agir avec un libre arbitre qui soit éclairé? Vous avez parlé d'une chose qui est extrêmement intéressante et à laquelle on ne pense pas assez, sur les capacités cognitives exceptionnelles des enfants. Je pense que tous ceux qui sont parents ont pu constater ça en réalité avec leurs propres enfants. On est toujours surpris de trucs qu'ils font et où, tiens, on ne s'attendait pas à ça, mais il a compris ce machin-là, comment c'est possible, alors que je l'ai fait une seule fois. Et lui, il a retenu que c'était possible. Alors, je l'ai fait une seule fois et il a retenu ce truc-là, il le reproduit d'une manière qui est parfois assez impressionnante. En tout cas, c'est l'expérience qui parle. Et sur ce sujet-là, est-ce que les enquêtes qui sont faites par les chercheurs sur les capacités cognitives des enfants nous donnent des éléments sur justement cette question du libre arbitre, sur le moment auquel les enfants sont en capacité de choisir par eux-mêmes? On sait qu'il y a une période où ils disent beaucoup non, et que la capacité d'apprentissage du libre arbitre commence peut-être à ce moment-là. Ça vient à 2 ans, à peu près, autour de cet âge-là. Ça vient à un moment où, y compris, il y a l'apprentissage du langage, mais de même, sur la question du langage, plus ça va, plus on découvre qu'en fait, les enfants sont capables, par exemple, de maîtriser une partie du langage de signes, avant même d'être en capacité de parler. Donc, finalement, est-ce que c'est pas que c'est notre langage parlé qui est incompatible avec l'intelligence des enfants, des tout-petits, sur ce sujet-là? Voilà quelques-unes de mes premières questions. Et puis enfin, on vous avait envoyé, je crois, un questionnaire. Il y a plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais vous entendre. D'abord, la question de la manière dont ça a été reçu, vos travaux sur le sujet. J'ai pas l'impression qu'en France, il y a eu un très très grand débat sur ce sujet-là, alors que c'est un peu explosif en réalité comme proposition. Mais je crois qu'au Royaume-Uni, par contre, il y a eu des débats. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la nature et la teneur de ces débats? Autre sujet sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est que par la force des choses, il va y avoir beaucoup d'enfants qui ne participeraient pas
au système électoral. Donc est-ce que ça ne diminue pas la légitimité de l'élection d'avoir un taux d'abstention, du coup, je mets des guillemets, mais un taux d'abstention qui s'élèverait par la force des choses? Et puis, il y a une question qui est posée, c'est aussi la capacité des enfants à maîtriser l'ensemble du débat politique. Alors vous dites cette capacité n'est pas attendue des électeurs adultes, et c'est vrai en réalité. Vous avez décrit plusieurs situations où un électeur peut n'être pas en pleine faculté de ses moyens, y compris cognitifs, parce que je ne sais pas quoi, il a bu, comme vous avez dit, ou il va dans le bureau de vote bourré, vous avez dit. C'était pas mal comme formule. Mais je veux dire, s'il n'a pas bu, en théorie, il a quand même la capacité cognitive de comprendre la situation, d'avoir un échange un peu approfondi sur de nombreux sujets. Avec un enfant, il y a quand même une question de complexité, justement, avec cette question du langage et d'accès à des questions complexes quand on ne maîtrise pas encore les mots qui permettent d'avoir cette capacité cognitive peut-être à comprendre les enjeux qui sont ceux d'une nation. Merci. Je vais peut-être, merci monsieur le rapporteur, compléter de manière peut-être un peu plus synthétique de mon côté une ou deux questions. D'abord, merci pour votre propos introductif très, très stimulant. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est au fond, dans l'idée que vous faites, est-ce que ça abolit le principe même de minorité et de majorité? En disant, il y a des adultes parfaitement irresponsables qui peuvent venir ivres dans les bureaux de vote par rapport à des enfants qui ont des capacités cognitives. Donc, au fond, au-delà même de l'acte de vote, est-ce que c'est la question même de la minorité-majorité? Et puis, j'avais envie de vous poser cette question. Et pardon, je n'ai pas lu l'essai que vous avez publié, mais c'est à quel âge? Si je suis votre raisonnement, c'est à quel âge? Parce que si c'est à 0, je comprends le concept, mais ça pose un certain nombre de sujets, y compris concrets, matériels. Donc, est-ce que c'est au fond, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est au fond un débat sur quel est le bon âge de la majorité pour voter? Ou si alors on est dans un système jusqu'au boutiste, comment concrètement votre système fonctionne? Il me semble qu'à un moment, il faut un âge, quoi. Bon, mais peut-être que je me trompe et peut-être que ce n'est pas du tout ce que vous défendez. Voilà, donc je vous laisse la parole et puis après, on laissera la parole à nos collègues qui ont des questions. Je vous laisse répondre à cette série de questions. J'ai bien noté toutes les questions, donc je vais y répondre, peut-être pas forcément dans l'ordre, parce qu'il y en a qui peut-être précèdent d'autres. Je vais peut-être commencer d'abord tout simplement par clarifier votre toute dernière question. Donc, c'est à partir de quel âge et est-ce que ça remet en cause la majorité? C'est à partir de quel âge? Vraiment 0, hein. Quand je dis dès la naissance, c'est vraiment dès la naissance. Mais en fait, il ne faut pas entendre ça comme bonjour madame, félicitations, vous venez d'avoir un bébé. Tenez, voici sa carte d'électeur et demain, justement, c'est les élections. Donc, il faut qu'il aille voter. Qu'est-ce que vous voulez? Sortez immédiatement de cette clinique. C'est pas du tout ça l'idée. En fait, il faut voir cette question de la naissance comme tout simplement l'abolition de l'âge comme une restriction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge spécifique pour aller voter. N'importe qui, à n'importe quel âge, peut décider pour telle ou telle élection, et ça peut être une élection présidentielle, une élection législative, une élection municipale, de se présenter au bureau de vote parce qu'il se sent prêt, parce qu'il se sent, parce qu'il a envie, parce que celle-là l'intéresse, et d'aller voter. Mais ce qui en fait ne fait aucune différence. Enfin, moi, je connais des gens qui ont voté pour la première fois à 45 ans. Donc ça arrive, je veux dire, si quelqu'un décide d'aller voter pour la première fois à 14 ans, ben, ça sera à 14 ans, d'autres ça sera à 8 ans, d'autres ça sera à 18 ans, et d'autres ça sera jamais. Donc pour moi, cette question de l'âge, en fait, c'est presque une fausse question. C'est-à-dire que le droit de vote dès la naissance, c'est tout simplement le droit de vote où il n'y a pas de restrictions sur l'âge minimum. De facto, et là on arrive à la question des bébés, qu'est-ce qui se passe avec les bébés? Ils vont pas aller voter, mais ça je vous le confirme absolument qu'un bébé ne va pas aller voter. Enfin, c'est clair et net que le bébé est un être qui a une existence très particulière. C'est un être humain extrêmement particulier dont tout l'être est tourné de manière absolument différente. De même un enfant de 3 ou 4 ans plus âgé. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant quand on fréquente des enfants de le voir. Un bébé n'a absolument pas, c'est même pas qu'il n'a pas la capacité, c'est qu'en fait son monde intérieur lui-même n'est pas celui des décisions politiques larges. C'est pas du tout la phénoménologie d'un bébé. Mais c'est pas grave. Moi, je pense pas du tout à des droits, et je pense que c'est normal de ne pas penser à des droits, à la différence évidemment des devoirs, comme quelque chose qu'on est obligé de faire, mais simplement que l'on peut faire, on pourrait
Théoriquement, on pourrait. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple de la supérette à côté de ma rue qui est vraiment mal éclairée, minable et très moche, mais où il y a écrit que ici les femmes allaitantes sont les bienvenues. Et moi, à chaque fois que je passe devant ce signe, ça me fait rire parce que j'imagine rien de pire que d'allaiter dans cette supérette. Honnêtement, ça a vraiment l'air nul. Mais le fait que j'ai le droit de le faire, le fait que je suis la bienvenue pour le faire, eh ben, ça veut dire quelque chose en fait. Symboliquement, c'est pas rien qui est écrit ça sur la porte. Donc symboliquement, de dire, vous savez quoi, là, je n'ai pas un critère pour savoir si l'on peut voter. Ça ne veut pas dire amener vos bébés au bulletin de vote, au bureau de vote, pas du tout. Ça veut dire qu'on ne considère pas que c'est une variable qui a du sens démocratiquement et en termes aussi de compétences dans le fait de voter. De fait, on sait qu'il y a des enfants de 4 ou 5 ans qui sont capables du genre de réflexion politique. C'est rare, mais ça existe absolument. Et qui serait non seulement capable, mais désireux de le faire. Alors, ce que dit John Wall dans son propre essai, que je trouve très intéressant, c'est de dire que la seule différence entre un électeur et un non-électeur, c'est le désir de voter. Un non-électeur, il vote pas. Enfin, c'est le fait de voter, tout simplement. Un non-électeur, il vote pas. Un électeur, il vote. Et en fait, si on applique ça plus généralement, bah voilà, un enfant qui voudra pas voter, bah, il votera pas. Et un enfant qui voudra voter, il votera. Ce sera de fait un électeur. Mais c'est comme ça. Alors, la question du taux d'abstention, en fait, tout simplement, il ne faudrait pas le voir comme étant le signe d'un non-engagement, d'un désengagement. Évidemment, l'idée, c'est pas du tout de forcer ou de culpabiliser les enfants et les adolescents qui ne votent pas. Il faudrait en effet pas le voir comme une délégitimation d'un gouvernement qui serait élu, en effet, avec des taux d'abstention du coup extrêmement hauts, mais il faudrait tout simplement s'y attendre, enfin, et s'y préparer. Moi, ça me choque pas particulièrement. Le principe de la majorité et de la minorité, je vais revenir là-dessus. Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment se rappeler pour moi, c'est que envers les enfants, on a deux devoirs qui sont cruciaux, qui sont le devoir d'éducation et le devoir de protection. Donc pour moi, quand on prend une décision par rapport à un enfant, on se demande, est-ce que ce que je fais va dans le sens du devoir de protection que j'ai sur lui, parce qu'un enfant est plus vulnérable qu'un adulte de multiples manières, même s'il l'est moins de certaines manières aussi. Et moi, adulte, j'ai la responsabilité de sa protection physique, sa protection mentale, etc. J'ai aussi un devoir d'éducation, c'est-à-dire qu'envers un enfant, je dois m'assurer que la manière dont je le traite va l'aider à s'épanouir et à se développer cognitivement, en termes d'alphabétisation émotionnelle, de tout un tas de choses comme ça. Et en fait, je pense que quand on a des enfants, on est souvent aux prises avec ça. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, là j'ai le devoir de protection, donc je suis obligée de lui mettre son manteau et il va me saouler, il va crier, mais bon, c'est comme ça, je dois le faire. Bon, pour moi, accorder le droit de vote à des enfants, ça ne met ni en cause le devoir de protection, ni le devoir d'éducation que j'ai envers eux, bien au contraire. En termes d'éducation, on peut absolument argumenter que c'est un acte hautement favorable à leur éducation. En termes de protection, il y a certaines limites dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure et je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Cependant, les raisons des restrictions d'âge dans d'autres domaines, elles sont très claires. Il est normal qu'on n'autorise pas les enfants à couchoter avec des adultes. Je veux dire, ça, c'est complètement normal. Ça met complètement en cause le devoir de protection. C'est normal qu'on n'autorise pas les enfants à fumer. C'est normal qu'on ne les autorise pas à conduire une voiture. Là, il y a des choses qui sont de l'ordre du devoir de protection et qui sont aussi de l'ordre du devoir d'éducation. Moi, j'estime que, par exemple, les restrictions sur les écrans, sur ce genre de choses-là, sont extrêmement justifiables en termes du devoir d'éducation et de protection des enfants. Pour moi, le droit de vote dès la naissance n'impliquerait pas du tout de retirer toutes les autres restrictions d'âge qui ont actuellement cours et qui visent à protéger les enfants. Donc pour moi, la question de la minorité et de la majorité, de toute façon, la majorité, elle n'a pas grand sens parce qu'en fait, il y a plein d'âges pour plein de choses. On peut être mis en prison plus tôt, on peut se marier plus tôt, on ne peut pas être élu au Sénat avant plus tard. Enfin, il y a plein de choses qui sont variables sur ces questions d'âge. Donc, je ne sais pas si la notion de majorité et de minorité est encore véritablement tout à fait utile, mais en tout cas, ça n'aurait pas d'impact, évidemment, sur les possibilités qu'auraient les enfants de fumer, de conduire, d'avoir des relations sexuelles, etc. Alors là, je vais passer maintenant à vos autres questions qui sont plus complexes, qui sont sur la question de la liberté et du libre arbitre. Sur la capacité à maîtriser l'ensemble des débats publics, etc., la question de la complexité du langage, etc. Alors, je commencerai par dire que, et ça va évidemment, enfin, vous attendiez sans doute à ce que je dise ça, mais la question de la liberté et du libre arbitre, elle est hyper compliquée pour tout le monde, que ce soit les enfants ou les adultes. Je pense que déjà, c'est quand même utile de rappeler un certain nombre de choses, c'est que les études montrent que tout le monde vote comme ses parents. Les adultes votent la plupart du temps comme leurs parents. Il y a une forte cohérence en fait dans les comportements politiques des familles, en tout cas de parents
à enfant, même enfant adulte, hein. Donc il est évidemment pas surprenant, que oui, que la plupart des enfants voteraient sans doute comme leurs parents, même si on peut imaginer que des ados voteraient contre juste pour faire genre. Mais ça, c'est la définition de beaucoup d'ados. Mais je pense que quand on pose cette question, en fait, on se pose ça appelle une autre question, c'est: «Et alors?» Enfin, je veux dire, par définition, quand on est parent, on n'est pas un monstre. C'est-à-dire que la plupart des gens veulent ce qu'il y a de meilleur pour leur enfant et quand on vote et qu'on est parent, on pense quand même, j'espère quand même que pas mal de gens pensent à qu'est-ce qui serait mieux pour leurs enfants. On s'en inquiète et je pense qu'il faut quand même partir du principe que la plupart des gens sont sincèrement, préoccupés en fait par l'avenir de leurs enfants et que s'ils votent d'une certaine manière et que leurs enfants votent pareil, c'est aussi parce qu'ils leur font ressentir que pour eux, c'est le meilleur choix. C'est pas parce que c'est des monstres de manipulation. Souvent, on confond des questions qui sont de l'ordre de l'influence démocratique et de la manipulation. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'un parent va avoir de l'influence sur ses enfants, d'ailleurs l'inverse est vrai aussi, l'école va avoir de l'influence sur les enfants, donc c'est les deux grosses institutions, hein, c'est la famille et l'école. Après, il peut y en avoir d'autres, l'église ou les lieux religieux, associatifs, etc. Mais la famille et l'école, c'est les deux gros milieux qui ont de l'influence. Mais l'influence, c'est pas mauvais en démocratie. Par définition, tout acte démocratique est influencé. On fait de la démocratie parce qu'on vit les uns avec les autres et parce qu'on a des arguments à mettre en avant qui pourraient, on l'espère, persuader d'autres personnes de voter comme nous. C'est bien l'intérêt. La question de la manipulation est très différente. Là, c'est de mentir aux gens. Si on ment aux gens et si on ment aux enfants en leur disant, en fait, si tu votes ça, eh ben, je sais pas, tu auras des chatons et un distributeur de glace, enfin, je sais pas, ou des choses, si tu votes pas ça, les réseaux sociaux, les médias, et aussi des forces. Alors, moi, ça me fait toujours rire quand on dit à quel moment un enfant peut exercer un choix éclairé. Personne n'est choqué du fait qu'on donne de l'argent de poche à un enfant pour qu'il aille s'acheter des joujoux criards qui polluent la planète pour littéralement 700 ans, qui sont créés en Chine et emmenés dans des containers à l'autre bout du monde de manière la plus polluante et horrible possible. Les enfants sont des consommateurs extrêmement actifs. Tout le système est basé sur le fait qu'un enfant fait des choix. Quand il persécute ses parents pour qu'ils lui achètent les dernières baskets à la mode, là, pour le coup, il y a de l'influence. Là, pour le coup, il y a de la manipulation. Mais ce choix-là, bizarrement, n'est pas remis en question comme étant étonnant, alors que c'est une forme, on élit finalement, quand on est enfant, tout un tas de choix de vie qu'on n'a pas du tout choisis, qui ont été imposés par des forces extérieures. Donc bon, c'est une manière peut-être un peu militante de dire que c'est étonnant qu'on refuse à des enfants la capacité de faire des choix, pour le coup, qui concernent le bien commun, mais qu'on accepte aussi avec autant d'enthousiasme qu'à partir de 5 ans, ils fassent des choix monétaires, quoi. Donc la question de libre arbitre, de toute façon, pour moi, elle se pose pour les enfants et pour les adultes, et elle appelle un débat plus général que ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la manipulation? En quoi c'est différent de l'influence? Pourquoi c'est bien d'être influencé? Pourquoi c'est pas bien d'être manipulé? Et pourquoi dans l'influence, il y a des questions d'empathie, par exemple, toutes simples. Voilà, moi je peux influencer quelqu'un en lui disant, mais en fait, toi tu comprends pas, mais si tu votes cette mesure, pour moi ça va avoir un impact dévastateur parce que j'appartiens, je sais pas, à une minorité pour qui ça a un impact. Toi, tu vas pas le ressentir, mais moi, oui. Bah, ça, c'est sûr que c'est de l'influence, c'est pas de la manipulation. Et c'est pareil pour les parents et pour les enfants. Une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, de toute façon, la question centrale pour moi, c'est pas juste le libre arbitre ou quand est-ce qu'on est capable de faire un choix éclairé, c'est comment on met les enfants, et les adultes d'ailleurs, mais les enfants en capacité d'exercer ce libre arbitre. Et pour moi, ça passe par des choses qui sont en réalité faites toute la journée par des profs dans les classes qu'il faut rencontrer, qu'il faut écouter parce que en fait, un enfant est tout à fait capable d'être mis en capacité de comprendre des choses politiques extrêmement complexes. Alors, je prends l'exemple dans mon tract d'une méthode que j'appelle latourienne parce qu'elle est assez inspirée du travail de Bruno Latour, qui était un grand sociologue et qui est mort là, il y a quelques années, et qui parlait beaucoup de la nécessité de s'envisager soi-même dans un réseau de forces de toute nature. C'est-à-dire de dire de quoi dépend mon existence au quotidien, de quoi dépend mon bol de céréales, de quoi dépend ma paire de baskets, par exemple. Quand on commence à se poser des questions de cet ordre-là, on va se poser des questions au niveau microscopique, c'est-à-dire comment est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur Amazon ou je l'ai acheté au magasin du coin? Pourquoi elle est plus chère cette année que l'année dernière? On va se poser des questions comme ça qui sont des questions miniatures, toutes petites, avec l'aide évidemment d'un adulte qui va aider
cette espèce de questionnement quasiment socratique, hein, pourquoi j'ai ça, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce que c'est que ma vie, de quoi elle dépend, de qui je dépends, de qui dépendent les gens dont je dépends. Et peu à peu, on va faire une réflexion qui s'étale comme ça en réseau et qui va nous aider à comprendre des très grands enjeux politiques. Parce qu'après, on arrive très vite en fait au niveau géopolitique, au niveau économique, etc. Et ça, pour le coup, je suis non seulement convaincue, mais je le sais, que des enfants dès le CP sont capables de faire des raisonnements très élaborés si on leur explique de manière factuelle, et il n'y a pas besoin ici d'être engagé et de leur dire soit des méchants capitalistes ont fait ça, soit l'inverse si on est de l'autre bord, mais de leur dire de manière très factuelle, voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est, je sais pas, que l'inflation, en ayant expliqué à partir d'un exemple. Ça, c'est vraiment le principe de la pédagogie progressiste et expérientielle. On dit, on va faire ça avec les enfants, on sait le faire. En fait, ça, on sait vraiment le faire. Donc, c'est pas juste est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils ont un libre arbitre, mais comment est-ce qu'on fait pour faire ressortir cette capacité à prendre des décisions et justement à maîtriser des débats politiques complexes à un âge vraiment très jeune. La question de la complexité et du langage, oui, elle est liée à ça. Après, encore une fois, je pense qu'il y a plein de manières de faire comprendre des choses à des enfants vraiment très jeunes. Pour moi, vraiment, à partir de 6-7 ans, il y a des capacités de raisonnement qui se mettent en place qui sont vraiment très fortes. Enfin, je pourrais vous parler de certains points de développement qui sont en général admis, comme la théorie de l'esprit, qui est une forme de capacité à se mettre à la place de l'autre, etc. Mais encore une fois, je ne voudrais pas du tout que ça entérine l'idée que les adultes sont tous en capacité cognitive de toute façon d'avoir ce genre de raisonnement non plus, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de restriction, par exemple, sur le profil cognitif des électeurs, et encore heureux. Et puis, il y a évidemment tout un tas de manières dont notre entendement peut être mis en suspens au cours de la vie pour tout un tas de choses, d'épreuves, etc. Donc, pour moi, cette question, elle est un peu injuste, en fait, pour les enfants. Elle exige des enfants des choses qu'on n'exige pas des adultes, encore une fois. Je crois que j'ai tout. Ouais, il me semble. Mais... Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y, allez-y, La allez-y. nature et la teneur des débats. La nature et la teneur des débats dans les milieux anglo-saxons. Alors, moi, la réception du tract, moi, j'étais très, très plaisamment surprise parce que, en effet, je suis bien d'accord qu'elle n'a pas déclenché de débat national pour l'instant, ce qui est très Noël. Par contre, mais bon, c'est sur le long terme. Par contre, il est clair qu'il y a un gros mouvement actuellement dans les milieux qui réfléchissent beaucoup à des questions de justice sociale pour inclure justement les questions liées à l'enfance. Et donc ça, j'ai vu beaucoup de résonance. J'ai reçu pas mal de messages, d'emails, etc. J'ai reçu pas mal de messages aussi d'élus locaux, du milieu associatif. Là, par exemple, je vais faire une rencontre dans 2 semaines dans le Grand Est avec des milieux associatifs et avec une metteuse en scène de théâtre immersif qui fait de la démocratie participative avec les enfants en scène, enfin ce genre de choses-là. Dans les milieux anglo-saxons, alors là, moi, un exemple que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, des universitaires du monde entier, dont moi d'ailleurs, avons signé une promesse, donc un pledge comme ils disent, qui est de donner notre vote à un enfant aux prochaines élections de notre pays. Voilà, donc évidemment pour plein d'universitaires américains, c'était les élections américaines. Mais l'idée, c'est entièrement symbolique. C'est que aux prochaines élections, on demandera à un enfant proche de nous pour qui toi tu voterais et on s'engage à voter pour cette personne, même si c'est pas celui ou celle pour lequel on aurait voté. Le truc, c'est qu'on ne devrait pas avoir à le faire. Ça, c'est un truc très, très important qui est dans cette idée, c'est qu'en fait, on ne devrait pas avoir à donner notre vote en faveur d'une personne jeune. C'est même un scandale, en fait. On ne devrait pas faire ça. Normalement, on ne doit pas voter parce que quelqu'un d'autre voterait à sa place. Mais c'est pour dire d'une certaine manière, on en est réduit à ça pour faire que quelques centaines de voix d'enfants émergent dans les élections, voilà, au niveau national. C'est quelque chose d'entièrement symbolique, mais qui a eu pas mal d'écho. Il y a eu un article du Guardian, il y a eu plusieurs articles en Amérique, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit dans les réactions, voilà, dans les commentaires, c'est bon, bah, écoute, si 3 abrutis ont envie de gâcher leur vote, très bien, tant mieux pour eux. On voit qu'il y a énormément d'hostilité. Mais moi, je trouve que ces initiatives, elles sont intéressantes parce qu'elles comme vous disiez, elle percute la démocratie, elle nous force à réfléchir à pourquoi on a exclu ces personnes-là. Après, il y a eu des abaissements du droit de vote un peu partout, mais personne jamais n'a
n'a aboli la limite d'âge. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Nicole Dubré-Chirin. Merci. Désolée de mon retard, mais j'étais à une autre réunion. Je voulais revenir effectivement sur ce que vous avancez. Effectivement, avec nos différents âges en France, selon qu'on est condamné à un certain âge, selon qu'on a des troubles psychiatriques à un autre, selon qu'on a un droit de vote à un autre. Mais moi, je me pose la question de le changement d'âge ou pas d'âge d'accès au vote. C'est effectivement un droit, mais comment en fait on l'accompagne? Parce qu'en fait, on peut aussi utiliser de l'accompagnement éducatif, à savoir qu'il y a les familles, effectivement, mais c'est pas toujours le cas d'avoir un accompagnement au sein de sa famille sur le plan social et politique. Il y a aussi effectivement l'école, il y a aujourd'hui quand même des conseils municipaux enfants, il y a des classes parlement enfants. Moi, j'ai dans des conseils municipaux des enfants qui participent à des budgets participatifs. Et comment ça pourrait accompagner une démarche d'abaissement du niveau de vote? Parce que je pense que, effectivement, même si on a l'influence de ses parents, on voit bien qu'il y a des jeunes qui s'en dispensent au moment du vote et qui votent différemment quand même. Donc je pense que pour avoir son libre arbitre, il faut quand même avoir un minimum d'éducation et d'accompagnement à la politique comme à autre chose. Et j'irais même plus loin sur l'utilisation de référendums qu'on utilise peu en France, peut-être plus souvent au niveau local. C'est que en fait, les adultes, ce coup-ci, ne sont même pas préparés à ce que c'est qu'un référendum et à quoi on répond à un référendum. On ne répond pas à la question, on répond à celui qui l'a posée. Donc on aurait besoin d'une éducation aussi à l'apprentissage du référendum. Donc je pense que c'est un travail d'accompagnement. Et comment est-ce qu'on peut faire mieux ce travail-là pour partir plus tôt en âge? Oui, et ça, c'est sûr que c'est une question qui est complètement cruciale. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai pas la réponse parce que bien malin qui est la seule personne à l'avoir, je pense que ça doit faire l'objet d'un débat démocratique. Enfin, de toute façon, ça ne peut être décidé que à partir d'une longue réflexion avec de très nombreux acteurs de l'enfance et de la jeunesse, et aussi pas forcément que. Ce que je dirais déjà, c'est le fait que on n'a pas forcément à réinventer l'eau chaude. Je pense que souvent, on ne se rend pas compte, en fait, de la variété d'enseignements qui ont lieu dans les écoles déjà, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et qui ont des composants politiques absolument clairs, enfin des composants d'éducation politique. Et dans tous les cours, c'est-à-dire que dans les cours de français, des choses comme, je ne sais pas, les thèmes qui sont actuellement au programme, comme la ville, comme l'empathie, les mondes imaginaires, les mondes utopiques, les mondes dystopiques, il y a une portée politique qui est là, qui est présente. Donc il y a déjà des choses qui pourraient être utilisées. Je pense qu'il y a aussi des méthodes d'éducation bon, qu'on appelle plus ou moins progressistes, mais en réalité qui partent du principe que l'on apprend en faisant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que je ne nie pas du tout la valeur des conseils d'enfants, des parlements des enfants, des élections de délégués, etc. Le problème, c'est que comme ça reste dans le domaine du jeu, c'est pas suivi des faits, et au bout d'un moment, on finit par s'enlacer. On voit qu'il y a un âge où les enfants commencent à comprendre qu'en fait, on va pas les prendre au sérieux et que du coup, il y a un relâchement. Donc, en fait, cette question d'apprendre par l'expérience, elle est déjà très, très en place dans les collèges et les lycées et les écoles. Et souvent, il me semble qu'en consultant des professeurs qui le font de manière régulière, on pourrait déjà avoir énormément de connaissances sur le sujet dans cet accompagnement-là. Il est évident qu'il y a des problèmes, enfin des peurs qui peuvent être liées à l'intrusion explicite des intérêts politiques à l'intérieur de l'école. Et d'une certaine manière, en France, par exemple, contrairement à la Grande-Bretagne, on n'a pas le droit de vendre des produits dans les écoles. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour qu'il n'y ait pas d'intrusion de la consommation payante à l'intérieur de l'école. On pourrait imaginer une mise en place similaire de garde-fous qui ferait en sorte que, ben voilà, on ne peut pas tenir un meeting politique devant des enfants dans une école avec quelqu'un qui arrive et qui commence à haranguer la foule. On peut imaginer des choses comme ça, qu'il y ait des barrières de cet ordre-là. Sur la question des types
de scrutin, des formes que pourraient prendre les décisions politiques. Ça, je trouve que c'est très important. D'ailleurs, dans le tract, Lélia Benoît, que j'interviewe à l'intérieur du tract, parle de la notion des types de référendums qui sont extrêmement simples dans leur composition. C'est-à-dire que elle prend l'exemple de la votation à la Suisse, mais l'idée qu'il y ait, voilà, voici une question, c'est juste une question, et voilà les tenants et les aboutissants qu'on présente de manière aussi neutre et factuelle que possible. D'un côté, si on le fait, il y aura telle conséquence. Si on ne le fait pas, il y aura telle conséquence. Voilà tous les enjeux qui sont présentés. Maintenant, prenez une décision. De simplifier en fait ce genre de questionnement, ça me semble très salvateur. Il y a aussi d'autres manières de le faire qui, je pense, qui restent encore à inventer, qui peuvent être aussi à mi-chemin entre l'élection et le tirage au sort. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent avoir lieu. Et d'une certaine manière, ouvrir le droit de vote aux enfants nous obligerait à réfléchir à plein d'autres manières de prendre des décisions au niveau local, au niveau régional, au niveau national et global, etc. Et je ne pense pas être la bonne personne du tout pour vous dire ce que ça devrait être, mais en tout cas, ça serait impossible à ignorer. Moi, j'aime bien cette notion qu'on ne peut plus l'ignorer une fois qu'on autorise ça. Il faut prendre des décisions. Et d'une certaine manière, même un parti politique qui déciderait quand même de ne rien avoir avec l'enfance, avec l'adolescence, etc., ce serait de facto une prise de position politique par rapport à l'enfance. Il ne pourrait plus s'en laver les mains. S'il décidait malgré tout de ne pas s'intéresser à ces jeunes électeurs, ce serait déjà un programme, d'une certaine manière. Merci beaucoup. Je réagis sur un point, parce que c'est intéressant, vous tirez la réflexion assez loin, mais au fond, comment on s'adresse à ces électeurs potentiels. Et vous avez eu cette phrase, ça m'a un peu interpellé en disant, mais on ne peut pas laisser faire des meetings, ou les enfants, comment on doit les protéger, on ne peut pas laisser d'une certaine manière entre les mains de partis, et donc il faudrait qu'il y ait une information sur si vous votez ça, il se passe ça, mais si vous votez ça, il se passe ça. Mais qui fait ça ? Qui est cette vérité en surplomb, dont la neutralité serait parfaitement garantie dans un débat politique et dans une démarche politique? Après, c'est quand même les partis, des candidats qui s'adressent aux électeurs. Donc, il faudra aller au bout du geste, qui reçoivent des tracts adaptés, qui puissent rencontrer des candidats, donc peut-être des meetings politiques. Voilà, mais c'est pour tirer la réflexion, mais je trouve que ça amène quand même aussi à ce type de raisonnement, parce que je ne crois pas au truc en me disant, pardon, je laisse au rapporteur tout de suite le soin de réagir, mais on va arriver à leur permettre de voter en garantissant une forme de protection d'une influence politique quelconque, en disant l'état de l'art c'est ça, si tu choisis ça il se passe ça, si tu choisis ça il se passe ça. Mais qui le fait? Et je trouve que c'est une question difficile dans le chemin que vous tracez là. Mais je laisse la parole au rapporteur qui voulait réagir, et après je laisse la parole à monsieur Tesson. En fait, c'est dans le même ordre d'idée, parce que ce que je trouve passionnant avec la question des enfants, c'est qu'en fait, ça pose la question sur le système électoral tel qu'il fonctionne actuellement, pour les adultes y compris. Et on a vu des exemples où on mettait des néophytes sur par exemple, la Convention citoyenne pour le climat. Des gens qui étaient tirés au sort, qui étaient des néophytes sur le sujet. On met des experts, on fait ce que vous dites, c'est-à-dire voilà, l'état de l'art, ça en est là, qu'est-ce que vous en pensez? Et cette convention de citoyens tirés au sort produit des propositions politiques qui, par ailleurs, n'ont pas été mises en œuvre, mais produit des propositions politiques qui vont dans un sens dont on peut estimer qu'elles représentent l'intérêt général. Mais là, il y a un choix qui est de dire, on met des experts, on met des citoyens tirés au sort, ils font des propositions, et ensuite, d'une certaine manière, si on va jusqu'au bout de l'idée, on pourrait proposer aux citoyens de voter sur ces différentes mesures. Néanmoins, il s'agit de produire du contenu. C'est-à-dire, là, il s'agit de produire des propositions. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand il s'agit d'un vote, dans le sens où il y a une série de propositions qui sont déjà sur la table et sur lesquelles on a d'une certaine manière aucune autre possibilité que trancher entre ces différentes options qui sont sur la table, que ce soit pour un référendum, que ce soit pour une élection. On ne peut pas produire des solutions nouvelles à partir d'un débat qui serait produit par des experts. Donc, partant de là, le seul moyen de se faire une opinion pour choisir entre les options,
c'est que ces options entrent en conflit les unes avec les autres et soient présentées de manière honnête. Il pourrait y avoir très bien des experts qui viennent et qui disent bon bah voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Et chacun ici autour de la table vous dirait qu'à la fin, sans doute, les gens voteraient pour lui, pour son propre parti, parce que si on écoutait ces experts à lui, eh bien on voterait pour son propre parti. Mais précisément, nous sommes autour de la table plusieurs forces politiques avec des avis différents. Et ce qui, au final, permet aux électeurs de trancher, c'est le fait qu'il y ait une confrontation entre nos idées, et ensuite, bon, bah, chacun se fait son opinion. Donc, si on va jusqu'au bout de la logique, ben si, il faudrait qu'il y ait des meetings, ou en tout cas un accès, et même une égalité du temps de parole entre les différents candidats, ce qui exposerait les enfants. Certains diraient que moi, je vais les exposer à l'islamo-gauchisme ou je ne sais quoi, et moi, je vais dire que certains vont être exposés à la xénophobie et au racisme par d'autres positions politiques. Et vous voyez, ça, en termes de protection des enfants, c'est une question qui nous est posée du coup, parce que c'est exposer les enfants à un certain nombre de positions politiques qui, à mon sens, peuvent être parfois, y compris violentes pour eux sur le plan sur le plan cognitif en réalité même. Voilà, donc c'est un peu vague comme question. Plus un commentaire qu'une question. C'est plus une réflexion. Est-ce que vous voulez réagir avant que je laisse la parole à Monsieur Tesson qui l'a demandé? Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, en fait, je me suis peut-être mal exprimée en disant des meetings, mais plutôt comme on voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui entre dans une école pour dire venez acheter mes POG, etc. Il faudrait que ce soit très encadré la manière dont des personnes politiques peuvent avoir accès à des écoles, etc. Par contre, là où je serais très claire pour moi, c'est de dire absolument non au relativisme. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on ne peut pas présenter. Alors, la neutralité, en effet, je suis comme vous, je n'y crois pas. Je pense que c'est absurde de dire qu'il existe une neutralité totale. Par contre, ça ne veut pas dire que le relativisme est total. Et alors là, pour moi, c'est très, très important justement de présenter ça à des enfants. Et pour prendre le climat, mais quel exemple typique où, là, pour le coup, si on avait dès le début pris en considération le fait que la majorité des scientifiques tirait la sonnette d'alarme, une minorité était climato-sceptique, etc. Alors évidemment, c'est toujours le cas. On peut toujours trouver des voix opposées. Ça, c'est pas un problème. On va toujours trouver des gens qui disent « moi, selon mes données que j'interprète en les tiraillant dans tous les sens », mais de pouvoir présenter en disant « en fait, voilà, sur cette question-là, il se trouve qu'il y a 97% des scientifiques qui estiment qu'il y a un danger, je sais pas, à long terme, avec telle marge d'erreur. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que ça va être ça, il y en a qui pensent que ça va être ça. Présentez ça. Il y en a 3% qui ne le pensent pas pour telle ou telle ou telle raison. Ça, c'est pas absolument neutre, mais si c'est un fait, le fait scientifique, il faut quand même continuer à le présenter. C'est comme quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'on a du fact-checking. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est aussi très, très important. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arrive, alors, dans une école éminemment, mais n'importe où, et qui va se mettre à dire des choses que l'on peut vérifier et dire ensuite là-dessus, c'était vrai dans tel ordre d'idées, mais il faut nuancer de telle manière. C'est tout le travail de l'éducation politique en général. Les médias le font. Il n'y a aucune raison pour lesquelles les écoles ne pourraient pas le faire. Pour moi, il n'y a pas. C'est très important de ne pas sombrer dans le relativisme là-dessus. C'est simplement pas vrai que toutes les opinions se valent et qu'au bout d'un moment, on finit par en choisir une plutôt qu'une autre. Non, il y a des choses qui sont avérées et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a aussi des arguments que l'on peut présenter de manière calme et tout à fait honnête et sincère, parce que moi je crois absolument qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout de mon bord politique, mais qui sont sincères et honnêtes sur ce qu'ils pensent, et bien qu'ils présentent leurs arguments de manière calme, de manière, encore une fois, non manipulative, pour tenter d'influencer, de convaincre par des arguments, et qu'ils soient confrontés à des personnes qui ont une opinion contraire et qui vont tenter de convaincre de leur manière à eux. Les enfants le sentent bien de toute façon, qui sont appelés ici à faire un travail de décision basé sur ces différents arguments. Donc pour moi, je serais vraiment, oui, très, très... Enfin, voilà, pour moi, c'est très important de ne pas sombrer dans le relativisme du tout. C'est pas juste de l'opinion, en fait. Sinon, pourquoi on fait de la politique? Enfin, je veux dire, c'est pas vrai que c'est juste de l'opinion. Je pense pas que vous le pensiez, en fait. Oui, alors si, je peux vous dire que ce n'est pas du tout ce que je pense. En revanche, les questions se posent rarement comme ça. C'est-à-dire, si Ouais. tout le monde est convaincu qu'il faut réussir la lutte contre le réchauffement climatique, le combat politique va pas pouvoir se faire sur les voies et moyens pour le faire. Et là, comment vous rentrez dans le détail? Et comment vous informer? Donc, mais je trouve que c'est un débat qui nous stimule sur la manière dont on pourra aller au bout de votre proposition. Monsieur Tesson. Oui, alors c'est
moins peut-être d'ailleurs le parlementaire que l'ancien éducateur que j'ai été, puisque j'étais enseignant et chef d'établissement. Et donc là, on est face à une utopie, c'est très intéressant l'utopie, ça a été dit par le président, c'est toujours stimulant. Alors on parle des droits des enfants, évidemment, moi je suis assez vieux pour vous dire que ces droits ont progressé, et tant mieux, dans l'espace scolaire bien sûr, mais aussi dans l'espace social. Ça, ce sont des progrès évidents. Alors moi je me posais des questions, ça a été à peu près abordé, mais il y a deux entrées pour moi. Il y a l'âge, vous y avez déjà répondu, puis il y a l'espace. C'est-à-dire dans quel espace pourraient s'exprimer les enfants. C'est-à-dire, je faisais un peu le savant, je dirais que c'est un sujet ou une approche holistique, c'est-à-dire soit c'est tous les sujets, c'est-à-dire on pourrait laisser effectivement, quel que soit l'âge, les enfants décider ou en tout cas opiner sur tous les sujets et partout. Vous voyez ? Et donc, moi, dans ma jeunesse d'instituteur, c'est très vieux, on a fait, c'était la grande époque des années 70-80, de la pédagogie institutionnelle. Je suis étonné d'ailleurs que vous ne l'ayez pas cité, de Fernand-Houry. C'est très intéressant parce que là, en termes d'espace, c'était dans l'espace scolaire, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes qui définissaient les règles collectives. C'était, je vous donne la technique, c'était extraordinaire, c'est-à-dire le matin, quand il y avait un problème de gestion collective, un désordre, on va le dire comme ça, on marquait sur le tableau une règle qui devait limiter ces problèmes collectifs. Et donc peu à peu, au fur et à mesure que l'année se déroulait, on se rendait compte que certaines règles étaient stupides, elles ne marchaient pas. Et à la fin de l'année, nous avions les règles qui permettaient de faire fonctionner la classe avec des règles acceptées par tous et parfaitement cohérentes. Alors, moi, je pense que c'est intéressant, c'est parce que c'est très stimulant, votre approche, hein, évidemment. Moi, je me pose bien sûr la question de libre arbitre, elle est basique, vous l'avez évoquée, et évidemment le risque de la manipulation. Vous voyez, moi, je dois vous dire, en tant qu'ancien enseignant, je vous l'ai dit, je vois, on en voit maintenant partout, des conseils municipaux des enfants, vous voyez. Et alors, moi, je me permets d'avoir une approche parfois un peu critique, c'est-à-dire on habitue les enfants à la politique en disant on va les former, ils vont être éduqués, parfois par le pire ou le plus petit côté de la politique. C'est-à-dire, ça renvoie à ce que j'ai dit sur l'aspect holistique de toute politique. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si on a un conseil municipal des enfants, il pourra avoir le droit de parler absolument de tous les sujets. Or, on leur dit, non, non, pas du tout. Vous parlez de tel et tel objet et pas de celui-ci ou celui-là. C'est-à-dire, quelque part, on leur donne une sorte de cadre qui, pour moi, est quand même un petit peu contradictoire avec l'objectif. Et puis après, je vous ferai grâce de tout ce qui peut s'attacher, par exemple, au mode de désignation, à l'élection des représentants, etc., etc. Donc moi, je suis toujours un peu inquiet quand des adultes veulent absolument que les enfants s'expriment. Je suis toujours inquiet parce que j'ai toujours l'impression, et je peux avoir cette inquiétude, je pense qu'on peut tous la partager, et vous l'avez dit, hein, j'aime bien l'idée de l'influence qui est différente de la manipulation, et c'est toujours un risque évident. Voyez, et je finirai par, en ce qui me concerne, un credo, comment je pourrais dire, une opinion personnelle. Vous voyez, ça a été dit, c'est très complexe de trouver un système politique qui aurait une représentation parfaite, un mode, comment dire, où les opinions s'exprimeraient, on trouverait la méthode la plus extraordinaire, la plus parfaite pour désigner des représentants et mettre en œuvre une politique collective. Les Grecs ont essayé de faire tout ça. On a retrouvé des blocs de pierre, vous savez, où on mettait des coches comme ça, des petits jetons pour permettre aux gens de s'exprimer. Ils ont, je crois, à peu près tout essayé comme nous. On voit que c'est toujours un peu imparfait, mais il y a quand même là-dedans quelque chose d'un peu mystérieux, je dirais presque magique et presque sacré, c'est-à-dire la manière dont le peuple s'exprime et par ses représentants et qu'il met en œuvre une politique. Donc c'est intéressant, votre approche, je la trouve assez décoiffante. Le vieux monsieur que je suis la regarde avec un peu d'inquiétude, pour être franc, mais bon, c'est intéressant de ce point de vue-là. Voilà. Merci beaucoup.
très intéressant tout ce que vous dites. Oui, c'est vrai que j'aurais pu parler des écoles autogérées, etc., dont il existe encore des exemples et du fait, voilà, là, pour le coup, de vraiment faire ce que l'on prêche au niveau d'une institution que les enfants fréquentent tous les jours. Il y a aussi dans certaines familles des enfants qui font des conseils des familles qui font des conseils de famille où les décisions sont prises en commun dans les familles. Il faut rappeler quand même que le problème de ce genre d'initiative, c'est que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent quand même certains enfants qui sont déjà de milieux soit très informés, soit assez privilégiés, qui y ont accès. Donc c'est ça aussi le problème. Et je pense qu'à chaque fois, quand on parle de démocratie, d'expérience démocratique avec les enfants, c'est aussi des contextes et des espaces, comme vous dites, où on encourage les enfants à vraiment adopter la rhétorique, l'argumentation, etc., des adultes, et des adultes d'un certain niveau d'études, d'un certain niveau de privilège social, etc. Donc le problème, c'est que les enfants sont d'une certaine manière récompensés. Ceux qui arrivent à se faire entendre sont récompensés parce que c'est ceux qui sont le mieux à même d'imiter un type de discours politique créé pour et par des adultes qui sont déjà dominants. Donc pour moi, il y a vraiment une réflexion qui, là, pour le coup, moi, je serais très intéressée de voir ce que les enfants feraient s'ils étaient un peu laissés à eux-mêmes pour décider de comment est-ce qu'on parle, c'est peut-être pas par la parole d'ailleurs, comment est-ce qu'on agit en politique, en cité, entre guillemets, sans avoir recours nécessairement à des formes canoniques de discours politiques, justement de harangues, de débats publics. Est-ce qu'il y a d'autres manières moins conflictuelles de trouver des accords? Est-ce qu'il y a d'autres manières qui pourraient passer, voilà, qui pourraient prendre d'autres chemins? Et ça, je ne le sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaite beaucoup aux enfants et aux adolescents, de se frayer un chemin avec leur propre sensibilité, qui n'est pas nécessairement celle des formes de discours autorisées des adultes. La notion du fait qu'il y ait beaucoup de ces expériences qui soient déjà échafaudées et cadrées par les adultes avec ce qu'on va déjà trouver à la fin qui était là dès le début, c'est un énorme problème. Ça, bien sûr, mais c'est vraiment le principe voilà, on a mis en place toute une leçon pour te faire apprendre un truc au bout et on va te faire croire que c'est toi qui l'as découvert tout seul, mais en fait, c'est nous qui avons échafaudé la leçon. C'est très utile dans plein de contextes. Et ça, on ne renie absolument pas ça en sciences, de toutes sortes de manières, c'est extrêmement utile. En politique, c'est sûr que c'est dangereux. Et encore une fois, quand vous parlez, voilà, dans quel espace, sur quel sujet pourraient s'exprimer les enfants, pour moi, là, on a une question de mise en place graduelle, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer que d'abord, c'est au niveau municipal que les enfants ont le droit de vote, que le droit de vote est véritablement universel. D'abord, c'est dans un certain type de référendum. D'abord, pour voir déjà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce qu'il y a des dangers dont on n'avait pas imaginé la teneur qui vont se mettre à peser sur les enfants? Est-ce qu'au contraire, il y a tellement d'intérêt et d'enthousiasme qu'on se dit, mais en fait, il faut absolument réfléchir maintenant à augmenter cette expérience-là? Est-ce qu'on le fait au niveau d'une région? Est-ce qu'on le fait au niveau d'une élection? Est-ce qu'on baisse le droit de vote à 14 ans et on voit ce qui se passe, et ensuite on le baisse encore un peu et on voit ce qui se passe? Il faut tâtonner. De toute façon, on est obligé de tâtonner avec une mesure comme ça parce que c'est pas possible autrement. Et après, je répondrai juste à la notion d'utopie, que je suis d'accord que c'est assez utopique. Et en même temps, c'est quand même une toute petite utopie, c'est ça. Enfin, je répète quand même souvent dans les interventions que je fais à ce sujet que c'est quand même pas si radical que ça quand on y pense. Le truc radical, ce serait de dire, je sais pas, le vote c'est nul, il faut pas faire ça, il faut complètement repenser de manière totalement différente. L'utopie, finalement, quand on y pense, c'est quelques centaines de milliers d'électeurs de plus, parce qu'il y aurait très probablement une énorme abstention, on est bien d'accord. Et en fait, le côté utopique, c'est pas vraiment d'enlever la restriction, c'est la puissance symbolique de la chose. Parce que c'est de dire, les enfants sont plus seulement chez nous, ils sont chez eux. C'est-à-dire que là, c'est pas juste qu'on les accueille dans des coins, on les tolère, on les met on les parque dans des écoles, voilà, on accepte qu'il y ait des enfants parmi nous, mais c'est de dire en fait, ils sont comme nous, ce sont des citoyens à part entière, et ils sont parmi nous. Et donc pour moi, ce plan utopique symbolique, il est vraiment évidemment radical, mais la mesure en elle-même, quand on y réfléchit, son impact en termes de voix dans l'urne n'est quand même pas si gigantesque que ça. C'est une petite utopie, quoi. Je vais passer la parole au rapporteur peut-être pour une dernière question. Et avant ça, quand même, notez que dans votre dernière expression, on voit bien que même pour le mettre en œuvre, vous évoquez les questions de borne d'âge. En disant, il faudrait peut-être descendre d'un cran, on voit ce qui se passe. C'est une possibilité que je donne, mais je ne suis pas fan de cette idée, en fait, personnellement. Ah, vous n'êtes pas très fan. Vous n'êtes pas très fan de cette idée. Bon, alors on la retirera du procès-verbal. Vous avez dit qu'il fallait jurer de dire la vérité, toute la vérité, hein, je vous rappelle. Hein. Ah, mais non, mais c'est une plaisanterie.
c'est pas la vérité, que c'est que j'en suis très fan. Bon, très bien. Allez, je passe la parole au rapporteur qui a une dernière question. Ouais, simplement, c'est une toute petite question, mais bon, ça pose la question du coup de l'élection aussi. Est-ce que à partir du moment où on est citoyen à part entière, donc on peut aussi être élu. Vous avez rappelé qu'il y a néanmoins des limites d'âge pour être élu sénateur, et que cette limite d'âge peut-être est un peu absurde. Mais enfin, passons. Néanmoins, il y a déjà des enfants qui sont élus. Pas dans les conseils de classe, même si c'est le cas, mais dans les conseils municipaux. Il y a des conseils municipaux d'enfants où ils sont élus à l'intérieur de leur classe et où souvent on les fait participer à... D'ailleurs, peut-être qu'un certain nombre de personnes autour de cette table ont été conseillers municipaux enfants, c'était mon cas. C'est peut-être que ça crée des vocations d'ailleurs. Mais justement, il y a des débats à l'intérieur du conseil municipal des enfants qui vont porter sur des sujets de politique publique qui peuvent être mises en place par la mairie, qui d'ailleurs parfois ensuite donnent des politiques publiques qui sont effectivement mises en œuvre par les mairies à partir des propositions des enfants. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur les enfants qui participent à ces conseils municipaux, sur l'organisation de ces conseils municipaux? Est-ce que vous avez, je sais pas, connaissance de chercheurs, de gens qui ont enquêté dessus, peut-être vous-même d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des enquêtes qui existent sur cette pratique de la démocratie par les enfants? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai pas la réponse de ça. C'était moins mon sujet, les élections des enfants eux-mêmes, mais ça vaudrait absolument la peine de s'y pencher. Je dirais que la question, en fait, c'est vrai que j'y ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout inclus dans le tract parce que c'est une autre question entièrement de est-ce que les enfants du coup pourraient être élus. Je pense que là on se heurte à des questions comme le droit du travail. Enfin, je veux dire, il me semble que c'est normal de protéger les enfants dans une certaine mesure du fait de devoir travailler. Donc, est-ce qu'on peut payer un enfant pour qu'il soit parlementaire et du coup le priver de son éducation pendant des années cruciales de son existence pour qu'il le soit? Il y a des enfants qui travaillent, il y a des enfants qui sont acteurs, il y a des enfants qui ont tout un tas de... Bon, surtout dans le domaine de la performance, hein, et dont les horaires sont ajustés, qui ont des parcours éducatifs spécifiquement faits pour eux, etc. Mais là, il me semble qu'on tombe sous le coup de tout un tas d'autres questions. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas abordé cette question-là. Mais par contre, je suis assez d'accord que le problème, c'est qu'on ne peut pas poser la question de l'élargissement du droit de vote sans, à un moment, statuer sur cette question-là. C'est assez sûr que ça me semble en effet une question. Oui, et puis pour la question des participations des enfants au conseil municipal, je suis sûre qu'il doit y avoir des études, mais je n'ai pas regardé. Merci. Alors, en fait, il y a une toute dernière question de notre collègue Nicole Ibréchira. C'était rebondir sur ce que venait de dire le rapporteur. C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une évaluation, puisque maintenant on a un certain recul sur les enfants participants, sur l'impact sur la citoyenneté et l'évolution dans la vie politique. Mais je voulais juste citer un exemple, parce que j'étais dans un conseil municipal d'une commune dans ma circonscription il n'y a pas longtemps, et on discutait des budgets participatifs, et il y a eu une proposition d'abaissement de l'âge à 16 ans de la participation des jeunes. Ça fait l'objet de discussions extrêmement de confrontation, des gens qui étaient totalement en désaccord, alors qu'on est quand même sur un budget participatif local, mais au final ça a été voté, et donc l'âge a été abaissé à 16 ans. Je pense qu'en fait, la plupart des gens, en réalité, ont une réaction épidermique à la notion d'inclure les enfants. Même 16 ans, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Mais quand on prend la question de manière claire et calme, en fait, sans s'énerver et dire comment oses-tu dire et qu'on passe en revue les différents arguments et qu'on confronte la personne à ses préjugés, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu penses que c'est mal? Est-ce que tu penses que c'est mal pour eux? Est-ce que tu penses que c'est mal pour le bien commun? Pourquoi? Et que, en général, en fait, on a une écoute. Ça, c'est vraiment, moi, ce que je me suis aperçue avec le tract, ce qui m'a fait le plus plaisir, en fait, c'est les messages que j'ai reçus d'amis de mes parents, donc des solides boomers, qui n'y avaient jamais réfléchi à cette question, qui ne sont pas du tout politisés. C'était vraiment, mais des gens qui, c'était pas du tout leur horizon, ils n'avaient jamais pensé aux droits des enfants. Et en fait, qui m'envoyaient des messages en me disant qu'ils avaient été convaincus par le tract, et non seulement ça, mais qu'ils avaient été surpris de trouver ça aussi intéressant. Enfin, parce qu'ils pensaient un peu que c'était une blague. Et finalement, ils disent, bah oui, finalement, c'est logique. Ils disent pas forcément, je veux absolument que ça soit mis en place demain, mais il y a quelque chose de l'ordre du bon sens, en fait, qui se met en place, et de l'empathie aussi. C'est-à-dire que ça fait aussi comprendre ce que c'est qu'être un enfant dans le monde, de tout à coup devoir se mettre à leur place parce que ça devient des citoyens comme tout le monde. Et moi, je suis peut-être candide, mais je pense que
c'est quand même raisonnable quoi, comme demande, ça me semble pas la lune. Et je pense même que dans 50, 60 ans, on se dira: «C'est quand même marrant qu'à l'époque, on pensait que les enfants ne devaient pas prendre part à ces décisions-là». Tu vois, c'est peut-être le côté utopique. Bon, écoutez, merci beaucoup, Madame Beauvais, pour cette audition, je dirais, stimulante, disruptive, oui, et puis il y a une forme de mise en abîme, finalement, démocratique, qui ouvre beaucoup de questions de part et d'autre autour de la table. En tout cas, merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour votre disponibilité. Je crois que ces échanges auront nourri utilement notre réflexion. Merci encore. Beaucoup et bon courage pour la suite. Merci, au revoir.